Oh. Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler, je suis accompagnée d'une rose blanche, un peu verdâtre, c'est vrai, mais j'aime bien les fleurs vertes. Je ne suis pas comme tout le monde. Ce matin, je vais vous parler des élections qui ont lieu aux Pays-Bas aujourd'hui, et où il y a une menace par rapport à l'extrême droite en la personne de Geert Wilders. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est un monsieur qui a des origines asiatiques et qui a honte de ses origines, et donc comme il a honte de ses origines, il se déguise en Donald Trump, son idole. Voilà. Alors la particularité, c'est que il a plein de choses en commun, évidemment, comme tous les gens d'extrême droite, avec Donald Trump, c'est notamment sa position par rapport au conflit israélo-palestinien, où il soutient complètement Benjamin Netanyahou. Et il est contre, lui préconise carrément la disparition de la Palestine, et il soutient complètement tout ce qui se passe actuellement dans le conflit israélo-palestinien, donc la politique de colonisation. Comment dire, je suis allée lire plusieurs articles sur son sujet. C'est pas la première fois évidemment que je m'autorise à lui, parce que de façon générale les extrêmes droites m'intéressent, parce que je m'intéresse à tout ce qui est dangereux. C'est pas de gaieté de cœur, mais je le fais quand même. Alors lui, il est pas, c'est plus de l'islamophobie à ce niveau-là, c'est un racisme, et c'est un racisme revendiqué. C'est vraiment un racisme bien plus, enfin on dirait l'islamophobie est une forme de racisme, mais dans le mot islamophobie, il y a la notion de peur, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, donc on en a peur. Lui, c'est du racisme revendiqué. Je trouve extrêmement grave d'être anti-islam tel qu'il est. Parce que être contre une religion à 100%, c'est complètement omettre l'essentiel même de la politique, c'est-à-dire de prendre soin d'abord de l'être humain. Et il se trouve que derrière le mot islam, il y a avant tout la première, que ça plaise ou pas, la première religion au monde, je crois, c'est l'islam. Alors on peut effectivement porter un œil critique sur l'islam, chose que je fais moi-même, hein, donc je ne me prive pas pour le faire, mais il ne faut jamais perdre de vue que premièrement on ne choisit absolument pas la culture qui nous a été imposée dès notre naissance, comme dit la chanson de Maxime Le Forestier, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, mais il aurait pu rajouter on ne choisit pas sa culture, parce que c'est la vérité. Sur 100 personnes qui pratiquent une religion, en fait il y a un certain pourcentage qui la revendiquent uniquement pour des raisons culturelles, d'autres pour des raisons cultuelles, c'est-à-dire c'est le cérémonial quand ils vont à la messe ou à la synagogue ou à la mosquée qui compte. Enfin, il y a tout un éventail de raisons qui expliquent que comment dire, l'éventail de nuances qui justifie la relation que l'on ait ou que l'on n'ait pas avec l'islam ou avec n'importe quelle autre religion, c'est une palette qui est extrêmement large. Or, enfin oui, quand même relativement large. Alors déjà, pour commencer, j'ai écrit un livre sur le sujet, qui n'est pas encore sorti, mais j'espère qu'il va sortir prochainement, où justement je décortique tout ça, c'est-à-dire que je fais une analyse philosophique du phénomène religieux. Et je pense que si chacun, au fond de son cœur, se demandait pour quelle raison il est autant attaché à sa religion, je pense que le monde tournerait plus rond. Parce qu'il n'y a absolument aucune honte à avouer, considérer que pour soi, l'islam, moi je pourrais très bien être née en terre musulmane, je ne l'aurais pas choisi, hein, en terre islamique. Je n'aurais pas été à la noce, comme on dit vulgairement, parce que l'épanouissement de la femme dans les pays musulmans, malheureusement, il y a un énorme travail à faire, j'en suis parfaitement consciente, et eux en sont parfaitement conscients aussi, mais le problème se trouve dans le fait que l'islam a été récupéré par des gens qui sont assoiffés de pouvoir, et qu'ils utilisent la religion pour manipuler les peuples. Il est là le véritable nœud du problème. Mais à partir du moment où les musulmans arrivent dans des pays qui ne sont pas de culture islamique, mais qu'ils respectent les lois en vigueur dans le pays, dont la liberté de culte est à mon avis est un des piliers absolument essentiels, je considère qu'il n'y a absolument aucune raison pour revendiquer une forme d'islamophobie aussi extrême et aussi totale que ça. Enfin, ce mec-là, c'est vraiment de la merde, mais je crois qu'il est encore pire en fait que Trump ou que Marine Le Pen, quoi. C'est quelqu'un qui est indigne de faire de la politique, parce qu'il prétend, par exemple, je vais vous donner des exemples, il prétend qu'il faut interdire la vente du Coran.
Mais c'est complètement con. C'est complètement con qu'on interdise. Alors, c'est aussi con en fait que d'interdire Mein Kampf. Hein. Mein Kampf, oui, c'est un mot que j'ai du mal à dire, c'est un peu normal. Mais je trouve que par principe, c'est stupide d'interdire la vente d'un livre parce que le fait d'interdire la vente d'un livre, c'est déjà le sacraliser. Donc, à partir du moment où on interdit la vente du Coran, c'est une façon de lui redonner, d'une certaine façon, ses lettres de noblesse. C'est complètement con comme... De toute façon, il n'y a absolument aucun livre sur cette terre, je dis bien aucun, sans aucune exception, y compris des livres philosophiques qui viennent des Lumières, etc. Jamais un livre ne doit être considéré comme un objet sacré. Jamais. Mais pas davantage, il doit être considéré comme dangereux au point d'être interdit. Il faut, dans ces conditions-là, émettre des avertissements. D'ailleurs, le problème s'est posé justement au sujet du livre de Mein Kampf, hein, justement en Allemagne. Il faut qu'il y ait des avertissements et il faut surtout ouvrir le débat et en parler. Mais interdire même le Coran est d'une connerie, mais alors magistrale, vraiment. Voilà. Bon, de toute façon, c'est comme ça sur tous les plans, quoi. Moi, je travaille beaucoup à lutter contre l'extrême droite parce que je considère que c'est vraiment quelque chose de dangereux. Alors, il y a un point juste important que les gens ne savent pas, quand même. Enfin, quelques points que les gens ne savent pas au sujet des pro-Brexit. C'est qu'il y a des chiffres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine environ, au sujet du Brexit au Royaume-Uni. Parce qu'évidemment, tous les nationalistes en Europe et partout dans le monde se regonflent un peu le torse en disant ouais, super, vous voyez bien que ça marche et tout. Mais justement, c'est bien là le problème, c'est que ça marche pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, depuis que le Brexit a été voté au Royaume-Uni, ce qui se passe en fait, c'est que, bon, déjà, ils ont mis Theresa May parce que c'est bien la seule qui a accepté d'assumer la patate chaude, parce que quand un pays est dans la merde jusqu'au cou, eh ben, il refile le bébé à une femme, hein, parce que les hommes... il n'y a plus personne, déjà pour commencer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ils ont pour principe, évidemment, de respecter le référendum, parce qu'ils n'ont pas le choix, effectivement. Sauf que dans la réalité des faits, eh bien, ils prennent les différents aspects de la relation qu'ils avaient à l'Union européenne, et ils tentent de contourner le Brexit de telle sorte qu'il soit le moins toxique possible, parce qu'il l'est, pour le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cause du Brexit, le Royaume-Uni, quoi qu'on en dise, se trouve privé d'un certain nombre de privilèges, y compris surtout des privilèges au niveau du développement des entreprises. Et justement, ces derniers jours, j'ai appris ça, j'ai été un peu surprise, oui, parce que je ne pensais pas que c'était à ce point-là, mais il y a par exemple de moins en moins de gens qui veulent aller au Royaume-Uni pour y travailler, pour ouvrir des entreprises, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un effet papillon, si on peut dire, ça me rappelle quelqu'un, il y a un effet papillon de l'effet Brexit qu'on évite évidemment d'aborder, mais qui est quand même bien réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneurs qui renoncent à aller s'installer dans les pays qui sont pro-Brexit, et pour cause. Voilà. Alors ça, évidemment, on n'en parle pas encore, hein, parce qu'évidemment, le Royaume-Uni, ils sont bien assez dans la merde comme ça, donc c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. On va dire comme ça. Mais en attendant, les faits sont là. C'est-à-dire que tous les politiques aujourd'hui, comment dire, considèrent le Brexit considèrent le phénomène Brexit comme un obstacle qu'il faut contourner et avec lequel il faut faire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se produire, en fait, c'est que le Brexit ne va plus avoir de Brexit, en gros, que l'apparence, quoi. Hein, voilà. C'est pas impossible que ça devienne un mot vide, en fait. Ça existe, ça. Hein, c'est-à-dire que quelquefois, on vote une loi, et puis la constitution du pays concerné va faire tout ce qu'il faut, en fait, pour détricoter complètement la loi en question, de telle sorte qu'elle n'ait plus que l'enveloppe et que l'intérieur soit entièrement vide. On a vu ça, par exemple, moi je me suis fait avoir sur le sujet avec la taxe Robin des Bois. C'était la taxe qui consistait à... comment dire, c'était pour taxer les transactions financières. Et puis en fait, c'était sous Nicolas Sarkozy, si mes souvenirs sont bons, et donc ils ont tout détricoté de telle sorte que ce soit vidé de son sens. La preuve, c'est qu'on n'en entend plus parler. Mais c'est toujours dans les cartons, tout ça. Je veux dire par là que quand on manipule un peuple en lui donnant, en organisant un référendum pour prendre une décision, déjà, c'est une preuve de lâcheté absolue, hein, parce que ça veut dire, moi je suis incompétente, donc... on refile le bébé. Moi, j'ai l'habitude de faire la comparaison avec une famille dans une maison, et j'ai entendu la radio sur RTL ce matin, que j'étais pas la seule, visiblement. Toujours est-il que
quand il y a une décision difficile à prendre au sein d'une foyer qui a un problème grave, est-ce qu'on imaginerait une seule seconde que les parents diraient aux enfants « Bon écoutez, nous on n'est pas compétents, alors démerdez-vous avec le bébé ». Eh bien c'est exactement ce qui se passe dans l'idéologie populiste, c'est exactement ça. Voilà. Marine Le Pen, c'est exactement la même chose. Il y a une foultitude de problèmes de société où Marine Le Pen est nulle à chier. Mais quand je dis nulle à chier, c'est vraiment nul à chier. Voilà. Et là, c'est exactement la même chose. Voilà. Moi, je consacre énormément d'énergie à lutter contre l'extrême droite et à lutter contre Marine Le Pen, parce que je pense que c'est quelqu'un de profondément dangereux. Et quand quelqu'un est profondément dangereux, eh bien, je lâche jamais le morceau. Voilà. Et ce monsieur, c'est exactement la même chose. C'est pareil pour toutes les extrêmes droites, et c'est pareil pour Trump.